Bonjour, bonjour. Bonjour, Bienvenue. bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau direct de début d'année pour Miroir Social sur le sujet des erreurs sur les bulletins de salaire et comment on les régularise. Donc un sujet qui a été proposé par le cabinet Tandem Expertise, fort d'une certaine expertise sur le sujet. Et donc pour parler de ça, Tandem va nous éclairer un peu sur les points méthodologiques, les points d'attention, un peu ce que recouvre cette problématique. Et il n'y a pas vraiment un cadre lié à la régularisation des erreurs sur bulletin de salaire, et c'est ça tout le sujet. Donc, pour parler de ça ce matin, Tandem qui va poser le sujet, et on a la chance d'avoir 4 interventions terrain qui vont nous rapporter des exemples concrets d'erreurs sur salaire et comment ça se régularisait ou pas, avec quelle complexité ou pas, pour les CSE et les représentants syndicaux. Donc, avec Florian Gib, donc vous êtes au niveau de l'union, vous êtes responsable juridique au niveau de l'union départementale FO 73, la Savoie. Donc vous allez rapporter des échos de chez vous. José Zidewer, donc vous êtes secrétaire fédéral FO Transport et vous avez une approche fédérale au niveau de la branche transport, mais vous êtes historiquement, vous étiez chez XPO Distribution et vous avez été amené à traiter un dossier important de régularisation, notamment avec Tandem. Vous pourrez nous en parler et dans quelle mesure, fort de cette expérience, ça vous amène à avoir une approche aussi, une vue plus large sur votre secteur d'activité. Et Michel Goyer, donc vous êtes, responsable CFDT chez Ereas. Areas. Donc qui gère toutes les boutiques dans les centres commerciaux des aéroports, des gares, des autoroutes, des réseaux autoroutiers. Et là aussi, vous avez une expérience assez originale et spécifique. Là, c'est une histoire de trop perçu. Donc ça existe aussi. Et Éric Scherer, donc tu es donc président du CCI-UNSA, le syndicat du commerce, et également avec des exemples du côté du commerce. Donc, simplement pour commencer, donc moi je suis Rodolphe Ederlé et donc je suis le responsable de Miroir Social. Je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Bienvenue dans la salle à tous les participants. Vous êtes nombreux ce matin, donc n'hésitez pas à poser des questions, quand même elles soient techniques ou pas. Donc vous pouvez le faire sur le chat. N'hésitez pas. Et également dans la partie dédiée qui est questions, si vous voulez que ça soit davantage structuré. Dans tous les cas, on les prendra en compte. Moi, en introduction très rapide, simplement, je voulais dire, et c'est repris dans le texte de l'invitation, c'est qu'a priori, il y avait une enquête qui avait été menée par l'IFOP en 2015 qui disait qu'un tiers des salariés avaient repéré des erreurs sur leur bulletin de salaire. Maintenant, ça amène, en corollaire, ça pose la question de combien d'erreurs sont passées sous le radar. Combien ont été effectivement régularisés et dans ce cadre-là, et après je m'arrête là, simplement, là on va parler des erreurs majeures qu'on peut éviter. Et Sandrine nous en parlera bien mieux que moi. Maintenant, par exemple, sur l'épisode de la crise sanitaire qu'on a vécu, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de remontées sur les erreurs qui ont pu être faites sur le calcul du chômage partiel et trucs sur le salaire. Mais là, c'est un cas spécifique. Et là, on va dire il y a une forme de gentleman agreement pour le moment sur le sujet, pour dire on va pas trop chercher des noises ou à chercher la petite bête là-dessus, mais pour autant, ça a posé un sacré souci. Mais bon, là, c'était vraiment l'événement pas anticipé, et ça a vraiment posé un vrai sujet sur le calcul des paies. Donc, Julien, merci à vous de participer. Et simplement pour commencer, là, clairement, c'est un sujet qui était parfois c'est Miroir Social qui propose à des partenaires et on co-construit. Là, cette fois, sur ce sujet-là, c'est clairement toi, en l'occurrence, en tant que Tandem, qui a porté le sujet et tes motivations à porter le sujet ce matin. Très bien. Bonjour, merci Rodolphe déjà pour l'animation de ce webinaire. Alors, je ne suis pas Tandem tout seul. On est quand même un certain nombre. On est quand même une trentaine, effectivement, de cabinets. Et en l'occurrence, effectivement, on travaille auprès des CSE, historiquement, de longue date, exclusivement d'ailleurs pour les CSE, justement dans le cadre notamment des consultations annuelles obligatoires. Et puis, parfois, effectivement, sur des sujets particulièrement techniques qui peuvent se poser dans le cadre, effectivement, de nos expertises. Donc c'est un des sujets qu'on avait notamment identifié depuis déjà maintenant plusieurs années, avec une problématique qui touchait beaucoup d'entreprises. Donc c'était un des points, c'était l'occasion de pouvoir, à travers ce webinaire, de pouvoir peut-être partager avec différents
différentes personnes qui pourraient être intéressées par le thème. Alors, peut-être en guise d'introduction, je vais faire juste une petite introduction, puis effectivement, je laisserai la parole à Sandrine qui viendra effectivement développer l'aspect plus technique sur ce qu'on évoque dans cette question des horaires sur les fiches de paye. Mais peut-être en guise d'introduction, pourquoi on considère que c'est un point essentiel? Indéniablement, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, les médias regorgent de cette question un petit peu de la notion de pouvoir d'achat qui ressort beaucoup. Alors, vous allez me dire, on est un peu en campagne électorale, donc ces sujets-là sont exacerbés aujourd'hui, mais malgré tout, ça reste un sujet de façon majeure de fond. C'est d'autant plus dans l'actualité qu'il y a des questions qui se posent autour notamment des augmentations de salaire dans les branches, notamment avec certaines négociations qui sont menées, qui ont du mal à aboutir d'ailleurs pour un certain nombre, sur les écarts entre les demandes des organisations syndicales et puis celles formalisées ou demandées ou proposées par les organisations patronales. Mais bon, au-delà de ces éléments-là, ce qu'on voulait indiquer, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, cette question sur les erreurs sur les fiches de paye, en tout cas à notre avis, on est sur un sujet qui est plus de l'ordre du structurel que du conjoncturel. Conjoncturel, c'est sûr qu'il y a toujours cette question de pouvoir d'achat qui est majeure en toile de fond, mais structurel parce que ça touche, en fait, finalement, au fonctionnement récurrent quotidien de l'entreprise. Quand il s'agit effectivement de vérifier que les fiches de paye sont bonnes, c'est pas de savoir si effectivement la conjoncture est bonne, si l'entreprise se porte bien ou moins bien, ou autre, c'est simplement une question, quelque part, de droit et d'application de droit. Donc, il faut effectivement faire en sorte qu'à un moment ou à un autre, ces sujets soient potentiellement réglés, techniquement réglés, au-delà même de cette dimension un peu plus politique complémentaire qui peut aborder sur les augmentations et sur le niveau de salaire. C'est qu'une question, on estime, en tout cas, entre guillemets, de droit, de dû pour les salariés. Et c'est en ce sens-là que ce n'est pas un sujet qui a vocation à s'appliquer simplement sur une période, là en ce moment évidemment électorale, mais bien effectivement sur le long terme, en continu, finalement, c'est un sujet permanent. Donc plus structurel que conjoncturel, mais qui nécessite quand même malgré tout de s'engager sur le sujet. Alors c'est vrai que nous, comme on a été sollicité initialement sur ce point-là, c'est simplement un élu qui est venu nous voir en nous transmettant sa fiche de paie en disant « Moi, il y a certaines lignes que je ne saisis pas, je ne comprends pas très bien comment c'est calculé, peux-tu m'aider, peux-tu me dire ce qu'il en est ?» Et donc, du coup, en rentrant dans la mécanique de la fiche de paye, on s'est aperçu qu'il y avait eu, effectivement, manifestement, des erreurs de calcul. Donc, c'est bien sur l'approche, simplement, effectivement, d'une approche terrain, entre guillemets, d'un élu initialement. Et c'est vrai que quand on a ce sujet-là, et Sandrine y reviendra, quand on a une erreur sur un bulletin de paye, mécaniquement, on peut légitimement se poser la question si ce n'est pas à l'échelle de l'entreprise que la problématique se pose, et pas uniquement une problématique individuelle sur cette personne. Donc, c'est venu finalement d'un sujet un peu hasardeux et on s'est aperçu que c'était effectivement un vrai sujet d'ampleur, évidemment. Bon, c'est sûr que derrière cette thématique sur les erreurs, sur les fiches de paye, on peut estimer qu'en fait, il y a trois problématiques qui se posent. La question, c'est pour technique, si vous voulez, par rapport à cette question des erreurs sur les fiches de paye. Bon, d'une part, c'est la question de la maîtrise des sujets par les différents responsables de paye. Et je crois que l'un des intervenants va venir sur cette problématique qui peut se poser sur la manière dont les responsables de paye ou direction peuvent apporter des éclairages ou des précisions ou des explications sur parfois certains sujets de paye. Ça se pose indéniablement parce que c'est un sujet, on y reviendra, assez technique, donc il faut quand même pouvoir vraiment rentrer dans le détail des explications et ce n'est pas toujours très simple pour les uns et les autres à maîtriser. Bon, et puis par ailleurs, souvent, effectivement, cette thématique de la paye, en tout cas dans un certain nombre d'entreprises, ce n'est pas forcément le cas partout, mais quand même assez fréquemment, c'est souvent externalisé auprès d'un prestataire. Et donc, du coup, il y a un peu parfois une délégation qui est transmise sans pour autant avoir, du coup, toujours une bonne vision, une bonne maîtrise des sujets sur lesquels intervient ensuite le prestataire. Et puis enfin, il y a un dernier point qui concerne les outils, la question du logiciel autour des payes. Cette thématique-là aussi est essentielle parce que finalement, on se repose, entre guillemets, sur le bon fonctionnement de l'outil sans se poser la question de comment on s'en sert finalement. Parce que c'est ça la problématique. C'est finalement un outil, c'est comme tous les outils, c'est surtout ce qu'on en fait qui importe au-delà de la performance en elle-même de l'outil. Donc cette problématique-là aussi se pose, notamment pour les directions et pour les prestataires aussi externes, sur parfois cette capacité à utiliser l'outil à bon escient. Donc ça, c'est un point essentiel. Bon, par ailleurs, je fais aussi un petit sujet qui est non négligeable, parce que c'est vrai que cette question des erreurs de fiches de paye, si je dois aussi évoquer le sujet, c'est que je pense qu'il y a des points peut-être qui peuvent être effectivement identifiés comme une erreur. Ils ne sont pas nécessairement délibérés ou une volonté de la direction de faire une erreur. C'est parfois
et on le reconnaît, on le voit bien hein, quand on traite ces sujets dans les entreprises, c'est parfois simplement la reconnaissance d'une méconnaissance de certains textes, soit effectivement du circulaire ou d'application de code de travail, ou bien de convention collective. Hein, Sandrine développera aussi un petit peu ce point-là dans un instant. Et c'est vrai que cette question de la méconnaissance conduit évidemment à pouvoir générer des erreurs. Et donc, ça signifie qu'à partir du moment où on a méconnaissance, c'est une chose, mais dès qu'on en a connaissance, une fois qu'on en a connaissance, la question se pose sur la bonne application ensuite, évidemment, de ces textes. Donc, on peut comprendre à la base peut-être une méconnaissance, par contre, on peut un peu moins saisir lorsqu'il n'y a pas de correctif, lorsqu'on a connaissance du sujet. Et c'est ça, cette bascule de l'un à l'autre, peut-être j'y reviendrai plus peut-être en petite conclusion après l'intervention de Sandrine, qui nous pose plus question sur les modalités de reconnaissance de ces problématiques-là par les directions. Bon, il y a des questions aussi d'interprétation qui posent justement toute la technicité du sujet, qui peut poser aussi, parce que les textes, c'est une chose, leur lecture, leur compréhension et leur interprétation, parfois, effectivement, donnent lieu quand même à certains débats, certains échanges. Justement, donc, ça, Julien, là-dessus, dans quelle mesure, quelle est la part entre la notion de l'application, la stricte application des règles qui sont parfois, comme tu l'as dit, méconnues, mal maîtrisées, et la part liée à l'interprétation? C'est quoi là, un peu la pondération que tu fais là-dedans? Alors, tout va dépendre, je dirais, tout va dépendre des erreurs qui sont pratiquées sur les fiches de paye. Parce que quand on va y revenir là, sur quelques points présentés par Sandrine, nous, on estime qu'il y a 3 typologies majeures, on va dire, essentielles, la plupart du temps, plus fréquentes, on va dire, d'erreurs sur les fiches de paye. C'est sur le calcul effectivement des heures supplémentaires, sur les congés payés et sur la maladie. En l'occurrence, sur les heures supplémentaires, très clairement, on l'estime, c'est une méconnaissance des textes. Par contre, effectivement, sur la question des calculs des congés payés, les textes sont clairs, les techniques sont claires. Donc, après, on peut avoir quelques appréciations complémentaires qui peuvent se poser, mais globalement, les textes sont relativement clairs. Donc, c'est, on va dire, par rapport à ta question sur qu'est-ce qui fait qu'on constate des erreurs, par exemple, sur les calculs des congés payés, là, j'ai envie de dire que c'est peut-être plus, effectivement, peut-être, non pas une méconnaissance des textes, mais peut-être une… Bon, parfois aussi, on a aussi dans les entreprises des services qui sont au niveau paye un peu déstructurés, insuffisamment dotés, avec effectivement peut-être aussi des problématiques parfois de compétences. On sait que c'est un secteur sur lequel il y a un manque d'effectifs, et là pour le coup de longue date, ce n'est pas des sujets d'actualité. Il y a une rotation importante des effectifs, etc., etc. Donc tout ça conduit aussi à faire en sorte de moins bien maîtriser en interne toute cette problématique de les textes et l'application des textes. Ça, et selon les sujets, ça peut varier. Entendu. Voilà, donc je finirai juste sur un petit point avant de transmettre effectivement la parole à Sandrine, sur l'idée que, par ailleurs, c'est vrai que c'est aussi un sujet qu'il faut saisir, c'est que quand on a une erreur sur les fiches de paye, une erreur ou plusieurs erreurs, en tout cas des erreurs identifiées, c'est que certes, ça a un impact sur les fiches de paye et c'est très important pour les salariés parce que c'est quand même le bas de ligne en bas à droite des fiches de paye pour les salariés qui va impacter le net. Donc c'est quand même un point essentiel aujourd'hui. Et il faut se dire aussi qu'à l'échelle de l'entreprise, ça va avoir des répercussions puisque indéniablement, derrière une correction qui serait potentiellement appliquée pour un salarié ou pour l'ensemble des salariés, va avoir ensuite des incidences sur l'entreprise. Sur l'entreprise au sens l'impact économique, évidemment. S'il doit y avoir des régularisations à opérer, ça peut être plus ou moins important. Et du coup, derrière, la question se pose aussi sur les incidences que ça peut avoir sur la lecture des comptes. Vous voyez bien que si votre masse salariale évolue parce que vous avez fait des correctifs pour les salariés, ça va avoir un impact sur l'ensemble des composantes qui sont liées à la masse salariale. Tout ce qui relève effectivement des charges associées, tout ce qui relève effectivement derrière de tout ce qui est peut-être calcul de l'intéressement, de la participation, qui sont souvent effectivement assises, y compris sur ces indicateurs comme cela. Vous voyez bien que du coup, il y a aussi une problématique qui peut se poser, y compris pour les CSE, parce que quand vous modifiez la masse salariale, vous allez avoir une incidence sur le calcul, par exemple, des ASC, des activités sociales et culturelles, et puis effectivement du budget de fonctionnement, AEP, attribution économique et professionnelle. Donc, pour le coup, vous voyez bien que ça a une répercussion aussi de régularisation complémentaire. C'est ça que j'indique, c'est que derrière effectivement des erreurs sur les fiches de paye, on voit que tout est modifié potentiellement, d'autres éléments. Et cette réaction en chaîne, elle est complexe, elle est difficile, et parfois, effectivement, elle peut être pour l'entreprise assez douloureuse.
Donc, j'y reviendrai peut-être en guise de conclusion tout à l'heure, après l'intervention de Sandrine, pour indiquer qu'il faut quand même regarder comment on peut ensuite demander, exiger, certes, mais aussi regarder quand même sur la modalité de régularisation pour faire en sorte que ça soit, y compris pour l'entreprise, viable. Parce que l'objectif n'est pas à l'arrivée de couler l'entreprise. C'est bien effectivement d'avoir une régularisation pour les salariés, mais il faut que l'entreprise reste en vie à l'arrivée malgré tout. Donc, c'est un point non négligeable aussi qui est important. Merci. Bon, je finirai sur un point. Quand on parle de régularisation, on parle de régularisation au sens de erreur constatée sur l'historique. Et là, on peut revenir potentiellement jusqu'à 3 ans à partir du moment où on a connaissance du fait délictueux. Mais sur le principe, 3 ans, donc pas au-delà, mais c'est surtout aussi ce qu'on évoque souvent comme étant un point d'entrée pour une régularisation pour les futurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut ensuite pouvoir rentrer dans les bonnes lignes, dans le bon cadre pour la suite. Donc, c'est aussi dans ce sens-là qu'on intervient, c'est aussi pour l'avenir, et notamment pour tous ceux qui rentreront dans l'entreprise par la suite. Voilà, donc c'était les quelques points que je voulais soulever dans le cadre de cette introduction. Et puis, du coup, si ça convient à tout le monde, de pouvoir peut-être laisser la parole à Sandrine pour dérouler juste 1 ou 2 points, 2-3 points techniques, justement sur ces 3 erreurs que l'on constate majoritairement dans les fiches de paye sur les heures supplémentaires, sur les calculs des congés payés et effectivement sur l'arrêt maladie. Merci Julien. Alors Sandrine, transition, Julien a pas mal parlé de complexité. Toi, tu es une spécialiste de la PEP. Donc, ton éclairage va vraiment être intéressant. Et donc, comme tu le disais, quand on a préparé ton intervention, enfin, qu'on préparait ce direct, tu me disais c'était essentiel de décomplexer les élus par rapport à la complexité du sujet, l'aridité du sujet quand on regarde le truc, et c'était essentiel de les décomplexer, non pas pour qu'ils deviennent des spécialistes de la paix, mais par contre, la condition, et tu vas ensuite expliquer ça, c'est dans les conditions pour qu'un élu, parce qu'on va bien voir qu'il y a besoin d'accompagnement, que ce soit par un cabinet, par les avocats, on va voir que c'est compliqué, ça ne rentre pas dans le modèle économique, etc. Il y a besoin d'accompagnement parce que la matière est technique. Pour autant, c'est des sujets sur lesquels les élus doivent porter le sujet en première ligne. Ils peuvent pas, on ne sous-traite pas comme ça le sujet. Ça doit être porté. Et ce n'est pas facile de le porter. Et donc, comment créer les conditions pour que les élus puissent tenir la route face à des directions qui vont dire, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Sandrine, je te laisse commencer. Alors, en fait, c'est complètement ça. C'est-à-dire, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de sujets techniques et pour cause, c'est vrai. En fait, il faut savoir que, si vous voulez, c'est une sorte de millefeuille de règles. Vous avez les règles qui sont issues du droit du travail, vous avez les règles qui sont issues de la sécurité sociale, vous avez des règles qui viennent d'accords de branche, de règles qui viennent de vos conventions collectives et de règles qui sont en interne à votre entreprise. Donc, vous voyez qu'il y a quand même à avoir déjà un socle de connaissances, un environnement, parce que ce qui va s'appliquer dans une entreprise ne s'appliquera pas forcément dans une autre. Mais en tout cas, le législateur vous donne quand même un cadre, en tout cas un cadre de base, évidemment, qui est encore une fois, qui faudra affiner au vu des règles qui s'appliquent dans votre entreprise. Mais pour que les élus soient en capacité de porter le sujet face à ces directions, si vous voulez, il y a 3 grandes thématiques dont on parle et je lance la présentation. Oui, la présentation. J'allais dire, voilà, que vous pouvez en fait présenter de manière collective. Dites-vous que c'est toujours un salarié qui va revenir vous voir. C'est jamais un collectif ou ce genre de choses. Donc, toujours un salarié qui va revenir vous voir avec son cas personnel. Mais dites-vous que s'il y a un salarié, quand on parle de paramétrage de paye, c'est-à-dire que c'est un automatisme du traitement de la paye. S'il arrive pour un salarié, ça veut dire que tous les salariés qui sont dans la même situation vont avoir le même traitement en paye. Donc, quelques euros par mois, quand vous multipliez par le nombre de mois, quand vous multipliez par le nombre de salariés potentiellement concernés et par le nombre d'années, vous voyez bien que c'est exactement ce que disait Julien, c'est qu'il y a un moment, il y a vraiment un impact sur la masse salariale. Donc, les 3 grandes thématiques, en tout cas pour vous donner un cadre, encore une fois, vous n'allez pas être gestionnaire paye à l'issue de cette présentation. C'est absolument pas le but. Le but, c'est déjà de vous donner des points de réflexion, en fait, et de vous dire, mais comment ça fonctionne au sein de mon entreprise. Pour les congés payés, le cadre du législateur, c'est de dire qu'il y a 2 façons de calculer l'indemnité
de congés payés. Et en fait, c'est la plus favorable des deux qui doit s'appliquer pour le salarié. Donc, d'un côté, vous avez un maintien de salaire, c'est-à-dire que vous avez votre rémunération de base et peu importe le nombre de jours de congés payés que vous prenez dans l'année, votre brut et votre net à payer, en fait, est identique. Donc, votre rémunération est maintenue, d'où la notion de maintien de salaire. Et vous avez la méthode du dixième. La méthode du dixième, c'est de dire que votre montant de congés payés représente 1/10 de la rémunération brute totale que vous avez perçue au cours des 12 mois précédents. Alors, quand je dis 12 mois précédents, c'est-à-dire que, en fait, c'est votre période de référence. Certaines entreprises aujourd'hui se sont calées sur des périodes de référence par année civile, où vous êtes entre le 1er janvier et le 31/12, où vous acquérez en fait je sais plus, voilà, enfin, vous avez une acquisition, j'allais dire, de congés payés. Et sinon, le législateur, c'était entre le 1er juin et le 31 mai de l'année N+1. Donc déjà, de base, vous posez-vous la question en disant, mais quelle est la méthode qui s'applique dans mon entreprise? Est-ce que quand je suis en vacances en juillet, août, par exemple, j'ai un maintien de salaire, mais est-ce qu'une fois dans l'année, généralement dès qu'on arrive au 1er juin, c'est-à-dire au moment où il y a une clôture de la période, est-ce qu'il y a quand même des lignes de régularisation qui arrivent ou pas? Déjà, ça, c'est la première question que vous pouvez vous poser en disant, mais comment ça fonctionne au sein de notre entreprise? Et si je vous dis, en fait, si je vous pose cette question, c'est que sur la page suivante, vous allez voir en fait que le législateur vous dit que vous ne maintenez pas en fait que le salaire de base. Dans la notion de salaire de référence, vous voyez en fait qu'il y a différentes primes. Alors, je ne vais pas toutes les balayer parce que voilà, on ne va pas avoir le temps, mais vous avez de toute façon le support que vous pouvez télécharger ou qui vous sera transmis. Mais vous voyez qu'en fait, toute la notion des heures supplémentaires, toute la notion de majoration, de primes d'ancienneté, de primes d'assuétude, de primes d'astreinte, ce sont des primes qui sont comptabilisées dans la méthode du dixième. Quand on a déjà présenté en fait parce qu'on a fait ce type de présentation, il y avait des personnes dans l'assistance qui disaient c'est pour ça en fait que quand je suis en congé, je gagne plus que quand je travaille. Et puis d'autres personnes nous ont dit mais moi quand je suis en congé, je perds jusqu'à 300 € sur ma rémunération mensuelle, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui faisaient énormément d'heures supplémentaires ou qui avaient des primes d'astreinte et dont, en fait, l'employeur ne maintenait la rémunération que sur le salaire de base. Donc, il y avait un vrai manque à gagner pour ces personnes. Donc, déjà, première réflexion, c'est regardez quelles sont les règles déjà qui s'appliquent au sein de votre entreprise. Est-ce que vous avez que du maintien de salaire ou est-ce qu'en effet, de temps en temps, vous voyez une ligne apparaître en disant oui, j'ai une ligne de régularisation d'indemnité de congés payés. Demandez à votre direction quelles sont les règles, en tout cas quels sont les éléments qui sont pris en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Ça peut vous donner, j'allais dire, une première base, en tout cas de réflexion en ce qui concerne les congés payés. La deuxième thématique qu'on va voir, c'est la maladie. La maladie, c'est tout un processus, en fait, et un processus qui est quand même relativement long et qui est long aussi dans le temps, dans le traitement. C'est-à-dire que lorsqu'un salarié est absent, est malade, soit pour maladie professionnelle ou soit pour accident de travail ou de trajet, en fait, le salarié donc est en arrêt et il perçoit ce qu'on appelle des indemnités journalières de sécurité sociale, donc les IJSS. L'employeur, suivant sa convention collective, suivant ses accords, peut en fait maintenir la rémunération. Et on va parler de subrogation quand l'employeur en fait va percevoir à la place du salarié les IJSS, donc ces fameuses indemnités journalières que la sécurité sociale va verser, et lui va les reverser sur son bulletin de salaire. Mais l'employeur va calculer une absence pour le salarié, va lui reverser une indemnité et va mettre en effet sur le bulletin de salaire les indemnités qui seront perçues par la sécurité sociale. La sécurité sociale dit par contre une règle, c'est qu'elle dit l'employeur a l'obligation de reverser l'intégralité des IJSS que la sécurité sociale lui aura en fait versé. Si je dis ça, c'est parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc là où vous pouvez vous faire accompagner, parce que là pour le coup c'est vraiment un sujet très
très technique et qui nécessite, j'allais dire, d'avoir quasiment les 12 derniers bulletins de salaire avant l'arrêt maladie du salarié pour pouvoir contrôler. Et en fait, tout le processus, si vous voulez, ce serait la vérification d'abord du calcul de l'absence sur un bulletin de salaire, la vérification du calcul de l'indemnité en fait que fait l'employeur. Il y a une notion de jour de carence, il y a selon votre ancienneté, selon votre convention collective, selon votre statut, selon le type d'absence, si vous voulez, ce n'est pas la même chose. Donc l'employeur peut maintenir une rémunération soit à 100%, soit à 90%, soit elle peut être dégressive dans le temps. Donc vous voyez qu'il y a quand même des points de vigilance et de contrôle là pour le coup qui sont importants. Et un des points aussi pareil de vérification dans le processus total, c'est d'abord de vérifier quel salaire l'employeur a déclaré à la sécurité sociale pour pouvoir justement servir de base à ces fameuses IJSS, parce que c'est l'employeur qui déclare une rémunération sur lequel la sécurité sociale va s'appuyer. Donc, vous voyez bien que quand on parle, par exemple, d'erreurs de paye aussi depuis tout à l'heure ou de régularisation qui peuvent apparaître, c'est-à-dire que c'est aussi une rémunération qui va impacter la sécurité sociale et les indemnités qui peuvent potentiellement vous être versées. Et faire aussi un point de contrôle, c'est-à-dire un rapprochement vraiment entre les IJSS qui ont été perçus, qui ont été versés, en tout cas par la sécurité sociale, et celles qui apparaissent réellement sur un bulletin de salaire. Donc en fait, c'est un processus, je vous dis, qui prend du temps parce qu'un tant soit peu, le salarié peut avoir plusieurs mois en fait d'absence. Au bout d'un moment, son absence peut basculer en prévoyance. Donc vous voyez que c'est autant de processus qui peuvent se mettre en place dans le temps. Donc là, pour la sécurité sociale, c'est vraiment, j'allais dire, un point d'attention et complexe. Et si on insiste sur cette thématique, c'est réellement une thématique où on peut retrouver des erreurs. Et là, quasiment tout le monde peut être absent pour maladie au cours d'une année, c'est-à-dire que ça peut toucher, j'allais dire, quasiment l'intégralité des effectifs et ponctuellement, évidemment, mais suivant votre secteur d'activité, il y a certains secteurs, évidemment, qui sont plus enclins, ou en tout cas les salariés sont plus enclins à avoir soit des accidents ou à être malades. Donc, en tout cas, c'est une thématique qui touche vraiment, j'allais dire, le collectif. Et la dernière thématique, pareil sur les principales erreurs, en fait, c'est sur les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, vous avez, j'allais dire, des accords ou en tout cas un cadre légal qui vous dit, les dispositions légales, je pense que tout le monde les a en tête, c'est de dire que voilà, les 8 premières heures, travaillées au-delà du temps de travail habituel sont majorées à 25% et toutes celles au-delà sont majorées à 50%. Donc ça, c'est une règle qui est assez, j'allais dire, ancrée, en tout cas connue, et des salariés et de la direction, mais il faut savoir qu'il y a aussi des dispositions qui peuvent être par accord et en fait qui viennent moduler. Donc il y a des accords qui viennent moduler le temps de travail et il y a des accords qui viennent aussi majorer ou diminuer la majoration. C'est-à-dire que la majoration des heures supplémentaires ne sera pas systématiquement à 25% ou à 50%. Donc ça, c'est déjà les règles à avoir en tête pour savoir quelles sont les règles qui sont appliquées. Est-ce que j'ai un accord de modulation de temps de travail qui fait que c'est peut-être pas à partir de 35 heures que mes heures supplémentaires vont se déclencher, mais peut-être à un autre seuil suivant la période travaillée, et quel est le taux de majoration aussi qui est appliqué au sein de mon entreprise. Mais généralement, un salarié va vérifier en disant, voilà, je sais que j'ai fait 10 heures supplémentaires, donc j'ai 8 heures qui vont être potentiellement majorées, si on est dans le cadre légal, majorées à 25%, et j'ai 2 heures qui vont être majorées à 50%. Donc là, le salarié, sur son bulletin de salaire, va regarder le nombre d'heures et le taux de majoration. Ça, c'est ce que généralement tout le monde fait. Cette répartition sur un nombre d'heures peut être juste. Mais là où le législateur met aussi un point d'attention, donc c'est la slide suivante, c'est que le législateur, en fait, va dire, pour calculer mon taux horaire, je ne prends pas, par exemple, que mon salaire de base divisé par le nombre d'heures, par exemple, effectuées dans le mois, ou 151h67, c'est-à-dire, par exemple, un nombre d'heures mensualisées. Le législateur précise qu'il y a également, en fait, des primes qui doivent être incluses dans le calcul des heures supplémentaires. Et
la notion, si vous voulez, l'essence au niveau du législateur, c'est de dire que toutes les primes qui sont liées, en fait, primes ou indemnités qui sont liées à une contrepartie du travail, en fait, du salarié, sont à intégrer dans la base des heures supplémentaires. Donc, par exemple, si vous avez des primes d'insalubrité, des primes de danger, vous voyez que toutes ces primes, en fait, sont incluses. Par contre, si vous avez des primes d'objectifs, des primes de participation, d'intéressement, ces primes sont exclues. Donc, il y a vraiment tout un tableau. Pareil, hein, vous pourrez regarder plus en détail, j'allais dire, ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas, en tout cas du point de vue du législateur, dans cette typologie et dans ce calcul. Le taux horaire ne se fait pas que en fait sur le calcul, si vous voulez, que sur le salaire de base. Et c'est souvent, en tout cas, ce qu'on repère et souvent les erreurs qu'on peut noter au sein des entreprises. Ce n'est pas tant de dire le salarié a fait 10 heures supplémentaires, donc je lui verse ou pas ces 10 heures et comment je les majore, mais quelle est la majoration en tout cas qui sera calculée. Au sein des entreprises, vous avez tous des primes, j'allais dire, qui vous sont propres, en fait, avec des intitulés qui peuvent être propres. Donc, la prime qui peut exister chez vous n'existera pas forcément dans une autre entreprise. Donc, l'idée est de vraiment lister, d'avoir une liste de toutes les primes qui peuvent exister au sein de votre entreprise et de demander à votre direction quelles primes sont incluses ou non dans la majoration, en fait, des heures supplémentaires. Donc, vous voyez, ce sont des points, encore une fois, ce n'est pas de rentrer complètement dans le détail, mais c'est de vous donner des pistes, en tout cas, de réflexion, parce que ces applications, elles sont généralement collectives. C'est-à-dire, si vous avez une erreur pour un salarié, dites-vous que systématiquement, cette erreur, elle se reproduira pour tout salarié qui sera dans le même cas de figure. Donc, quand vous versez des heures supplémentaires, quand vous mettez en place un calcul pour une absence ou une indemnité, j'allais dire de maladie, ou le processus pour vérifier ou faire un rapprochement sur les IJSS qui potentiellement ont été versés par la sécurité sociale et ce que le salarié perçoit réellement sur son bulletin de salaire, ce sont des mécanismes, j'allais dire, qui sont collectifs et sur lesquels vous, en tout cas, vous pouvez commencer à vous questionner ou à questionner votre direction. Alors, il y a juste une erreur. Comment peut-on avoir le salaire déclaré par l'employeur par la sécurité sociale? Bon, là, je vais rentrer, j'allais dire, un peu plus dans le détail. Ça va dépendre, en fait, d'abord, si vous êtes en maladie ou en accident de travail. Si vous êtes en maladie, dites-vous que la règle, c'est les 3 derniers bulletins de salaire qui tiennent compte de référence. Donc, c'est la moyenne des 3 derniers. Quand je dis les 3 derniers, c'est-à-dire ce sont les 3 derniers bruts soumis à cotisation. Mais ça, ni le salarié, ni pour le coup, j'allais dire les représentants du personnel, en tout cas, n'ont accès à cette information. C'est l'employeur qui déclare directement à la sécurité sociale. En cas de doute, en tout cas, le salarié ou le représentant, dans ces cas-là, peut demander voilà, quel a été le salaire de référence pour vérifier le calcul des IJSS. Merci Sandrine. Voilà. Sandrine, je t'invite, merci d'avoir répondu à cette première question. Alors, il y en a plusieurs qui te concernent. Je t'invite à voir, ne pas toutes répondre là parce que sinon on va se laisser déborder par le temps et je tiens à ce qu'on garde le timing. Oui. Donc, à toi de voir dans quelle mesure tu peux répondre dans le chat directement à certaines questions et ensuite, au fil de sentir d'y répondre de vive voix. Sandrine, là, je te laisse voir. Et donc, dernière peut-être présentation, et peut-être vous deux là sur la transition avant de passer aux éclairages terrain. Julien, tu veux reprendre la main ou Sandrine, sur cette dernière page qui est, je le note, merci à Marinka d'avoir signalé effectivement le doc, vous pouvez le télécharger. Hein, et bien sûr, vous avez le replay automatique et le doc, vous pouvez le télécharger. Je ne sais pas, a priori, il y a un bouton qui peut vous permettre de télécharger. Il est bien actif. Voilà. Alors, bon, très brièvement, parce qu'il faut quand même que tout le monde puisse s'exprimer, hein, donc très rapidement, mais c'est vrai que c'est une gageure, hein, parce que ce sujet est vraiment, parfois complexe et assez difficile, et donc du coup, en quelques minutes d'expliquer en tout cas les principaux éléments, c'est pas toujours très facile, donc on invite les uns les autres à pouvoir peut-être rééchanger après ultérieurement, hein, si vous le souhaitez, ce webinaire pour rentrer plus dans le détail certains sujets, y compris là pour les questions qui sont soulevées, hein, c'est vrai qu'il y a je les ai vus passer, il y a quand même des sujets intéressants et techniques, hein, donc ça sera peut-être pas très simple de répondre à tout.
Mais effectivement, sur cette dernière planche, en fait, c'est ce qu'on essaie d'indiquer, c'est que une fois qu'on a constaté les régulations, finalement, c'est comment on fait pour, quand on a constaté les erreurs, comment on fait pour obtenir les régularisations. Et c'est ça le sujet quand même majeur, c'est qu'à l'arrivée, il faut bien obtenir gain de cause pour les salariés. Hein, c'est bien ça la problématique. Bon, effectivement, ce qu'on indique, c'est de prime abord, c'est que malgré tout, effectivement, pour les salariés qui se poseraient des questions, de prime abord, c'est de s'adresser à leurs représentants. Évidemment, ça c'est la première chose. Peut-être avant d'aller voir d'ailleurs le service paye, parce que parfois il y a certaines réponses qui peuvent être apportées ou pas, qui sont peut-être plus ou moins justes, qui peuvent poser effectivement aussi question par le service paye. Donc, de prime abord, nous, on invite effectivement les salariés à aller voir d'abord les représentants du personnel. Après, effectivement, cette question-là, pour les représentants du personnel, c'est quoi? C'est l'objectif, c'est de faire en sorte qu'elle soit à peu près légitimée au sens de officialisée. Donc, un des lieux essentiels d'instance, c'est bien le CSE qui potentiellement peut recueillir les questions posées par les représentants du personnel, parce qu'il s'agira de pouvoir passer éventuellement d'un sujet individuel à un sujet collectif. C'est ce qu'indiquait effectivement Sandrine, elle a insisté sur ce point-là, elle a raison, évidemment. C'est sur cette idée qu'à partir du moment où il y a une erreur sur un bulletin de paye pour l'un, il est probable que cette erreur soit à l'échelle de l'entreprise. Donc, c'est un point qui peut être remonté de manière collective en CSE. Bon, évidemment que par rapport à ces sujets qui peuvent parfois, comme précisé, assez techniques, bon, pour peu que les CSE fassent appel régulièrement ou en tout cas soient épaulés par un expert, peut-être on peut leur conseiller d'appeler leur expert pour voir effectivement ce qu'il en est. Et peut-être donc du coup se faire un peu accompagner, y compris sur la formulation des questions qui sont à poser au CSE. Hein, donc c'est un des points. Ensuite, évidemment qu'en fonction des réponses de l'employeur, qui souvent, sur ces sujets-là, sont parfois un peu floues, on l'a indiqué, parfois par méconnaissance, parfois peut-être pour d'autres objectifs, disons, moins avouables, mais disons que si les réponses ne sont pas claires, on vous invite à potentiellement pouvoir éventuellement déclencher une expertise à l'échelle effectivement de l'entreprise à travers les 2 consultations annuelles récurrentes qui sont à disposition des élus, la situation économique et financière, puisque ça vient toucher la base salariale, ou bien effectivement la politique sociale, les conditions de travail et emploi. Ce sont les 2 champs sur lesquels effectivement il est possible de nommer un expert qui lui pourra opérer les vérifications. Cette vérification, notamment d'une manière exhaustive à l'échelle de l'entreprise, et en ayant accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir le faire. Parce que c'est une des problématiques qui se posent, c'est pour pouvoir mener toutes ces vérifications, il faut avoir effectivement accès à un certain nombre d'informations qui, bien évidemment, on ne peut pas transmettre au CSE au sens de rémunération parfois individuelle ou autre, donc ça ne peut pas être communiqué en l'état. Donc ça pose la question de la confidentialité de la documentation qui peut être traitée. Néanmoins, effectivement, derrière, l'expert, lui, peut disposer de ces informations, les traiter collectivement et de faire en sorte d'avoir une restitution des analyses globales. Donc ça, c'est un des points, un des moyens, en tout cas à disposition des CSE, c'est bien effectivement d'avoir recours à l'expert à travers notamment les consultations annuelles récurrentes, qui, je rappelle, sont des consultations, des missions et des interventions d'experts qui sont financées à 100% par l'entreprise. Par ailleurs, ce qui d'ailleurs se légitime de vous à moi, si on constate des erreurs, c'est bien effectivement à l'entreprise de corriger et donc potentiellement à en supporter les coûts quand il y a effectivement nécessité de corriger, y compris dans le calcul. Donc ça, pour le coup, c'est important que ça soit effectivement, je pense, à la charge de l'entreprise et non pas du CSE, à travers une vérification qui pourrait être demandée sur le budget du CSE. Donc on estime que c'est plutôt effectivement au niveau de l'entreprise. Et puis enfin, une fois que ces erreurs sont constatées, qu'il y a eu éventuellement un rapport qui a été remis, qui a identifié le montant, les erreurs, en détaillant les sujets, il s'agit ensuite de trouver le moyen de se mettre d'accord avec l'employeur sur comment régulariser. Et c'est là qu'on propose potentiellement la mise en place d'une commission paritaire salariale, parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir rentrer dans le détail, de prendre le temps de régulariser les sujets et de regarder comment effectivement on peut derrière et peut-être avoir un échéancier sur les règlements, etc. pour les salariés. Donc cette commission paritaire, elle est souhaitable, elle est légitime, elle est justifiée par le constat des erreurs, mais bon, on se doute bien et on le sait, c'est loin d'être toujours aisé et facile à mettre en place, surtout quand vous avez effectivement parfois des employeurs qui ne sont pas dans un dialogue social effréné, disons. Donc dans cette thématique-là, effectivement, malheureusement, il reste en dernier recours l'action en justice.
elle est complexe, elle est longue, elle est difficile. Donc, c'est pour ça qu'on préconise plutôt effectivement la voie de la mise en place d'une commission paritaire salariale, parce que ça permet effectivement de pouvoir obtenir plus rapidement gain de cause. Le recours en justice, c'est toujours possible, mais c'est effectivement, certainement, comme on l'évoque, peut-être en dernier recours, parce que c'est fastidieux et c'est coûteux pour le CSE aussi, s'il doit y avoir recours à un avocat, notamment pour porter les sujets devant les tribunaux. Donc, de prime abord, malheureusement, il faut se reposer sur la bonne volonté, entre guillemets, de la direction aussi pour engager ces corrections, mais c'est pas chose facile. C'est pour ça qu'on dit que ce sujet est peut-être de prime abord technique, mais il ne peut trouver sa résolution que si, entre guillemets, il y a effectivement une implication, notamment des représentants du personnel, pour porter le sujet de manière évidemment plus politique et de faire en sorte que la négociation puisse avoir lieu avec l'employeur. Voilà. Voilà sur les quelques points qu'on pourrait évoquer si je devais faire une petite conclusion sur ce sujet-là de manière assez brève. Je m'arrête là parce qu'on a déjà beaucoup trop parlé. Merci Julien. Parfait, merci à vous. Au moins, le sujet est planté. Il y a déjà beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à continuer. Merci Sandrine d'y répondre, et puis tu pourras aussi répondre de vive voix. Et là, on va passer au terrain. Et donc, on va commencer avec toi, Eric, et donc Eric Scherer. Donc, tu es le président du syndicat CCI-UNSA. Et donc, toi, tu m'expliquais quand on a cadré que environ 50% de tes adhérents venaient au syndicat dans le cadre d'erreurs sur le bulletin de salaire, et que c'est comment, en tant que syndicat, on est capable d'appréhender, de répondre à ce besoin. Comme tu me disais, les salariés attendent un peu tout de nous, et dans quelle mesure c'est le retour sur investissement, entre guillemets, il n'y est pas là-dessus, mais dans quelle mesure tu considères que ça fait partie du service qu'un syndicat doit apporter à ses adhérents. Eric. Alors oui, effectivement, au niveau de mon équipe juridique, et de mon équipe, c'est un point extrêmement important de nos sections. Alors je suis désolé, je vois que apparemment ça saute. Je ne sais pas si ça saute pour tout le monde. Pourtant, on t'entend parfaitement. On t'entend bien en tout cas. Parfait. Donc, et en fait, ces problématiques ont été plus ou moins évoquées là. Par Sandrine et par Julien, c'est la même chose qu'on retrouve, c'est-à-dire on a soit des problèmes de paiement d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires, avec toutes les difficultés de retrouver ces heures complémentaires ou ces heures supplémentaires, tout simplement parce que dans les secteurs que le syndicat que je dirige couvre, qui est le secteur du commerce et des services, et non pas de l'industrie, est souvent probablement plus cadré, en tout cas de ce que j'en vois de l'extérieur, avec des badges, etc. Le secteur qui est le nôtre, on est plus dans du déclaratif, dans des fichiers avec des calendriers volants que les salariés ne peuvent pas s'appréhender, télécharger, etc. Ce qui fait que le problème de la preuve est souvent compliqué. Voilà. Donc, il y a ça. Nous avons ensuite, alors pour les élus, nous avons aussi, dans certaines sociétés, de vrais problèmes d'heures de délégation, de reconnaissance de ces heures de délégation. Alors, le secteur du nettoyage, par exemple, alors là, c'est les problèmes d'heures non payées, de classification non respectée, etc., etc. Eric, sans compter… Oui. Si tu pouvais nous parler peut-être de l'exemple de l'agence d'hôtesse qui s'appelle Pénélope, qui est une grosse agence, c'est 2500 équivalents temps plein, plus de 4000 salariés. Là, vous avez levé un problème de bulletin de salaire. Cet exemple est intéressant parce que là, c'est l'UNSA, c'est le CCI-UNSA qui est allé en première ligne là-dessus, parce que le CSE, il n'y a pas eu une majorité qui s'est dégagée au niveau du CSE pour porter le dossier. Donc, c'est le syndicat qui est allé porter le sujet en menaçant d'un contentieux. Enfin, je te laisse parce qu'a priori, la régularisation est quand même importante. Oui, tout à fait. La régularisation porte sur plus de 100 000 € au final, sur quelque chose d'assez simple, qui est que l'entreprise, effectivement, comme tu le disais, l'entreprise Penelope Agency n'est pas une petite entreprise, c'est un des gros acteurs du domaine des hôtes et hôtesses, n'avait pas appliqué la revalorisation de la grille salariale conventionnelle de 2020,
et n'appliquait pas non plus les évolutions de la grille de classification, ça a été évoqué tout à l'heure, ne les appliquait pas alors que dans la convention, ils sont pourtant très clairs. Et finalement, cette problématique a été remontée par ma déléguée centrale et mon équipe dans l'entreprise. Ça a mis un certain temps parce que l'entreprise a d'abord nié cette problématique, ou est arrivé sur le fait que c'était un accident. Et à partir du moment où il y a eu un gros travail pour récolter, parce que c'est ça le gros travail en fait d'une entreprise auprès d'un nombre de salariés extrêmement important, cette erreur et la menace d'aller dans ces cas-là en procédure collective au prud'homme, l'entreprise a effectivement régularisé tout le monde en les mettant au beau niveau conventionnel sur les nouvelles rémunérations et également, bien évidemment, en remontant les échelons des personnels qui n'étaient pas au bon échelon. Voilà, on est sur, pour les salariés que l'on a pu voir, hein, ceux qu'on s'en est occupé, c'est peut-être plus, mais on est sur largement plus de 100 000 € au final. Et Eric, là, dans ce cadre-là, sur un dossier comme ça, tu m'expliquais que c'est 6 mois de boulot au niveau du syndicat. Dans quelle mesure c'est absolument pas rentable? Dans quelle mesure ça rentre dans le modèle économique d'une organisation syndicale de répondre à ce besoin, d'adresser ce service? Ah bah là, tout à l'heure a été évoqué par quelqu'un la difficulté, par exemple, pour des salariés d'aller vers un cabinet d'avocats. C'est sûr que si on le remet par individu, la masse de travail à rechercher par individu ne peut pas se rentabiliser, enfin, elle peut se rentabiliser éventuellement par l'avocat qui mettrait des honoraires, mais il est évident que le salarié, lui, n'y gagnerait pas. Il récupérerait beaucoup moins d'argent que ce que la procédure lui aurait coûté. Pour un syndicat, soit c'est nous au niveau central qui le faisons, soit c'est notre équipe et on accompagne notre équipe. J'aurais tendance à dire que si on le met sur un niveau économique de temps travaillé, réflexion et de rentabilité, ça ne peut pas être rentable. Si on le met maintenant sur un niveau de service que l'on doit à nos adhérents faire, donc c'est rentable. Par contre, après, il faut aussi que les sections, et là c'est heureusement le cas chez Pénélope, montre le travail qui a été fait, parce que c'est effectivement un énorme travail, un travail de calcul, un travail de regroupement, un travail de recherche qui est fait. Je dirais que là, pour le coup, on est dans un service pour une section où, quand c'est le syndicat central, c'est le service qu'on doit rendre à nos adhérents. Mais effectivement, il ne faut pas le mettre en rapport, en ratio temps passé, rapport par individu. C'est forcément autre chose. Et pour terminer, Eric, là, d'ailleurs, le besoin est caractérisé parce que là, par exemple, au niveau de ton syndicat, vous allez recruter donc une 3e personne au niveau du juridique, quoi, pour justement adresser ce besoin, quoi. C'est ça, ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, une personne qui arrive là, qui va arriver d'ici 2 mois, on lui fait même faire en amont, pour te montrer, une formation sur le calcul et la gestion des payes. Et on lui fait faire ça en amont parce qu'effectivement, c'est une grosse problématique. Et si on est sur le secteur du nettoyage, quand on est sur quelques euros et qu'on se doit se taper toute la lecture de toutes les payes, c'est un énorme travail. Voilà. Merci pour cet écho, Eric. Tu auras l'occasion de rebondir. José Zidower, donc il faut activer ton micro. Donc José, donc tu es responsable fédéral FO Transport. Maintenant, tu as été détaché au niveau de la fédération, tu t'occupes du secteur, mais tu étais donc délégué syndical chez XPO Distribution, anciennement Norbert d'Entresange. Et là, pour le coup, c'est vraiment un dossier emblématique quelque part, parce que là, on parle d'une régularisation à hauteur de plus d'1,5 million d'euros. Donc, c'est du lourd. Comment c'est Julien en a un peu parlé, mais donc c'est Tandem qui vous a accompagné là-dessus. Mais vous, en tant qu'élu, comment vous avez réussi à faire un front commun qui était a priori une condition préalable au niveau du CSE, que tout le monde soit aligné, et comment vous avez réussi à faire en sorte que la direction vous entende et ensuite accepte de rentrer dans le jeu d'une négociation? Alors, déjà, bonjour à tous. Merci Rodolphe pour cette présentation et cette conférence. Simplement, il y a quand même plusieurs cas de figure. Chez nous, XPO, à l'époque Norbert Entresangles, il faut savoir que c'est un groupe.
À partir du moment où on est un groupe, à partir du moment où on est un certain nombre de salariés, comme l'a bien rappelé Julien, on peut faire appel à des experts. Il y a quand même plusieurs choses à pas oublier, c'est qu'il faut quand même voter une expertise au sein d'un CSE à partir d'un certain nombre de salariés, etc. Une fois que l'expert a été choisi, on peut très bien déceler des erreurs de paye. C'est ce qui s'est passé dans la société XPO, avec un comité de groupe, et ce n'est pas toujours le cas dans les grandes entreprises, ce qui nous a fortement appuyé avec une très bonne intersyndicale et des membres qui étaient fort attachés à cette expertise. Et puis d'ailleurs, maintenant, c'est tous les ans que les expertises ont lieu au sein du groupe. Et d'ailleurs, je tiens encore à remercier Tandem, qui fait encore partie prenante chez nous. Mais si on n'a pas cela, c'est assez compliqué. On peut aussi parler des moyennes entreprises, des petites entreprises, où là, forcément, il n'y a pas obligatoirement de CSE. On n'a pas tout le temps les appuis qu'il faut. Alors moi, j'invite aussi les salariés qui sont très embêtés quand ils sont moins de 11 salariés, moins de 50 salariés, ils n'ont pas autant de moyens. Je les invite aussi à aller à la Bourse du Travail, essayer aussi de prendre des renseignements à la Bourse du Travail, prendre une adhésion sur un syndicat pour prendre ces renseignements. Il y a l'inspection du travail, mais l'inspection du travail, comme je l'ai vu dans le chat, et c'est tout à fait vrai, elle n'est pas très disponible pour aller sur ces renseignements. Mais à travers les élus, sachez qu'il y a plus de possibilités d'avoir ces renseignements via l'inspection du travail. Parce que on parlait d'erreurs de paye, mais les erreurs sont pas toujours des erreurs involontaires. On sait très bien que les petites entreprises et moyennes entreprises se fient parfois qu'au code du travail. On a rappelé tout à l'heure la hiérarchie des normes, on rappelle la convention collective, on rappelle les accords d'entreprise, etc. Les entreprises se fient à leurs accords d'entreprise s'ils sont parfaits pour eux. Sinon, il n'y en a pas, de toute façon. C'est récurrent ces dernières années. Et on va prendre les textes les plus avantageux pour les employeurs. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas en théorie, puisqu'on a tous des conventions collectives pour aller au mieux et au plus avantageux pour les salariés. Donc ça, c'est quand même une chose à savoir. Si on revient sur le dossier XPO, oui, effectivement, avec un expert et un certain nombre de salariés, oui, on peut arriver à rattraper, je dirais, une partie de ce qui avait été dû, puisqu'on rappelle que ces textes ont été mis en vigueur en 1994, je le rappelle. Pour la société XPO, nous avons réussi à rattraper, vous avez parlé d'1,5 million, mais nous avons réussi à rattraper que 3 ans d'impayés pour tous les salariés, ce qui est très très peu quand on pense à tout l'argent que la société s'est mis dans les poches, sachant que ça continuerait encore si on n'avait pas fait cette démarche auprès de l'entreprise via donc un expert comptable que je conseille vivement à partir d'un certain nombre de salariés et voter ça en CSE. Ça, c'est pour la partie, donc, je dirais XPO, Rodolphe. José, ouais, c'est intéressant. Alors, chez XPO, et après, il y a une. Toi, tu constates que bon, vous avez levé le lièvre chez XPO, vous l'avez traité et vous l'avez régularisé, mais qu'il y a beaucoup de dossiers, comme tu dis, dans des petites boîtes, dans votre secteur où ça remonte pas, où c'est. Alors, ça pose deux questions, ça, et vous l'avez vu chez XPO, c'est que vous avez bien noté, et Florian pourra aussi l'étayer, c'est que dans quelle mesure des salariés, des élus qui montent au créneau sur le sujet prennent la pression, on va dire, pour le dire gentiment. Ils se font rentrer dedans, dénigrer. Enfin, c'est pas facile. On prend la pression. Et ça, c'est un premier truc. Et aussi, tu pointais le déficit de formation de certains délégués syndicaux, d'élus, sur non pas comment je suis un spécialiste de la feuille de paie, mais au moins de comprendre les impacts d'une convention collective. Tout à fait. Alors, en plus, je travaille dans le transport. Il faut savoir qu'il y a une multitude de textes, comme tout à l'heure on parlait de millefeuilles. Pour ma branche, c'est extrêmement compliqué, puisqu'on parle en premier de code du travail, on parle de code du transport, on parle de convention collective, etc. On arrive vraiment sur un millefeuille énorme, et là, il faut vraiment que les membres du CSE ou les représentants de syndicats en place en entreprise fassent des formations.
tout à l'heure, Julien et Sandrine en parlaient, c'est quand même un élément essentiel. Si on n'a pas ça, forcément, on ne pourra pas les renseigner les salariés, ou même, je dirais plus, mal les renseigner. Et puis, il y a aussi la deuxième chose dont tu parlais, c'est le côté pression. Parce qu'il y a le côté timidité, parce qu'il faut quand même prendre ça en compte. À titre individuel, les gens regardent simplement ce qu'ils gagnent en bas de leur fiche de paye, mais n'ont pas très envie d'aller voir leur direction et dire, voilà, il me manque ça, ça ou ça, à titre individuel, sur un panier, sur une heure supplémentaire oubliée, etc. Mais il y a aussi le côté pression. Quand on a des dossiers gros comme celui dont on parlait, XPO par exemple, il y a aussi quelque part la direction qui n'est pas très contente, on peut le comprendre, hein, puisque ce n'était pas du tout dans ses attentes. Maintenant, les élus peuvent en payer les pots cassés, effectivement. Moi, personnellement, je suis conducteur routier dans la société depuis une quinzaine d'années. Je n'ai jamais eu de camion attitré. Je n'ai jamais eu de camion au sein de la société pour pouvoir effectuer le transport de marchandises. À l'époque où je roulais encore, on me faisait basculer de camion en camion. C'était la grosse punition pour un élu qui va monter au créneau pour essayer d'aider les salariés, ce qui est sa mission première. Ou la prise d'heure de délégation, comme parlait Eric tout à l'heure. On a quand même des jokers, des atouts, il faut savoir s'en servir, mais à partir du moment où ça embête la direction, il y a toujours une forme de pression. Alors, il faut trouver des élus, c'est assez compliqué, qui ont envie de se battre, des élus qui ont vraiment envie de se former. Et à partir de ce moment-là, quand on forme une bonne équipe, une bonne intersyndicale, je pense que le boulot peut être fait correctement, avec aussi un appui d'une expertise pour, je le rappelle, pour des entreprises à partir d'un certain nombre de salariés. Parfait, merci José. Transition avec Florian Gib. Donc, vous êtes responsable juridique donc, de l'UDFO Savoie. Et donc, en rebond de ce que disait José, qui proposait le sujet des TPE, des petites entreprises, vous êtes une union départementale. Donc, dans quelle mesure, justement, les entreprises de votre territoire s'adressent à vous, et notamment sur des questions de problématiques salariale, et comment vous êtes en mesure d'y répondre. Floriane. Alors, est-ce qu'on m'entend bien déjà ? Très bien. Ok. Oui, alors du coup, moi je rejoins ce que disent les autres. Ce qui est sûr, c'est que en général, quand on a des élus qui viennent nous voir, ou même des salariés qui viennent nous montrer leur fiche de paye en se posant des questions, eux, ce dont ils ont besoin, c'est vraiment qu'on les sécurise juridiquement et techniquement. Parce que derrière, s'ils n'ont pas cette sécurité-là, s'ils ne se sentent pas suffisamment à l'aise avec ce qu'ils vont essayer d'expliquer à leur employeur, ils n'iront pas. Parce qu'en fait, ils risquent trop de passer pour le vilain petit canard, pour l'empêcheur de tourner en rond, en fait, parce que du coup, ça va ils vont être perçus comme les personnes qui vont chercher la petite bête sur un bulletin de paye. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut que nous, en tant qu'union départementale, en fonction des moyens dont on dispose, on essaye de leur apporter des réponses juridiques sécurisées. Donc, voilà. Et là, vous avez un exemple assez clair là, qui est remonté récemment, que vous êtes sur lequel vous êtes. C'est un laboratoire, on ne va pas citer le nom, mais un laboratoire d'analyse, un laboratoire médical d'une centaine de salariés, avec des établissements d'une trentaine de salariés, donc en fait des TPE, d'une PME. Et là, c'est quoi les conditions dans lesquelles vous traitez ces sujets et avec quelle démarche ? Alors là, en fait, ce problème-là, il a commencé bien avant que je prenne mes fonctions en tant que juriste à l'union départementale. Et en fait, il s'est trouvé que donc c'est effectivement un laboratoire d'analyse médicale. Et en fait, il y a une salariée, il y a plusieurs années maintenant, qui s'est rendue compte qu'il y avait eu ouï dire que les salariés avaient le droit à une exonération fiscale de leurs heures supplémentaires dans la limite de 5 000 € par an. Et du coup, face à sa déclaration d'impôt, elle ne savait pas exactement quel montant indiquer. Le micro est coupé. Le micro, il s'était coupé tout seul, on m'entend bien ? Ouais, c'est parfait, on t'a retrouvé. Du coup, je ne sais pas où ça a coupé. Je disais que c'était une salariée qui s'était rendue compte qu'elle ne savait pas quel montant indiquer sur sa déclaration d'impôt parce que, justement, il y avait un problème sur ses bulletins de paye.
vis-à-vis de l'exonération fiscale des heures supplémentaires. Et elle en a parlé du coup à ses collègues, elle l'a fait remonter bien sûr au CSE. Et là, en fait, le problème, on s'est rendu compte que c'était plus qu'une exonération fiscale, c'était aussi l'exonération de cotisations sociales, donc applicable depuis le 1er janvier 2019. Et en fait, à partir de ce moment-là, les élus donc, au CSE ont commencé à alerter l'employeur. Donc, on a des comptes rendus de réunion du CSE où à chaque fois, il y a des questions qui reviennent sur le traitement social et fiscal des 6 heures supplémentaires, à savoir que dans ce domaine-là, dans cet établissement-là, c'est vrai que la question était vraiment très technique parce que c'était pas juste l'exonération des heures supplémentaires, c'était une exonération des heures supplémentaires qui étaient spécifiques puisque c'était des heures de garde qui étaient effectuées les dimanches et les jours fériés et qui du coup étaient payées en fait le mois durant lequel elles étaient accomplies, contrairement aux autres heures supplémentaires qui étaient payées à la fin de l'annualisation, fin de la période de référence. Donc c'est vrai que c'était très technique. Et du coup, pendant des mois et des mois, les représentants donc, du personnel ont interrogé l'employeur. Ce dernier a commencé par dire qu'il allait se tourner vers son comptable, son service de comptabilité. Ils ont fourni une réponse qui n'était pas satisfaisante, qui n'était pas convaincante. Et puis ensuite, donc ça a continué, l'interrogation de l'employeur. Et forcément, il y a une tension qui s'est créée parce qu'en fait, le fait d'avoir apporté une réponse de la part d'avoir transféré un message de son service de comptabilité et que ça ne satisfasse pas des salariés qui ne sont pas experts, bah, forcément, ça a agacé les deux parties. Et puis, il y a finalement eu apparemment l'intervention d'un avocat. Donc, on a simplement eu le président du laboratoire qui a transféré au CSE apparemment une réponse qui avait été faite par l'avocat. Pareil, cette réponse, elle était incompréhensible. D'une part, il y avait beaucoup de confusion dans... Ça coupe encore. Là, c'est bon. C'est bon. Il y avait des incohérences, et puis surtout, c'était pas une réponse établie, construite en fait, en droit, c'était pas pédagogique. Donc en fait, les salariés, les représentants du CSA, déjà qu'ils sont pas experts, là, c'était incompréhensible. Et du coup, cette histoire, elle a quand même duré pendant, donc au moment où j'ai déposé les requêtes, donc les 11 requêtes pour 11 salariés, ça faisait quand même 2 ans et 8 mois que le problème s'était posé, que l'employeur avait été alerté et qu'il y avait des tensions qui sont montées parce que tout simplement, face à un mur, le CSE, il a peu de moyens pour essayer d'avancer. Surtout qu'il fallait qu'il soit bien solide sur les calculs. Et donc, du coup, les membres du CSE ont fini par faire appel à une avocate. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur le rôle des avocats là-dedans. Et en fait, l'avocate a tout simplement abandonné le dossier. C'est-à-dire que donc moi, j'étais pas encore juriste à l'UD à ce moment-là, mais on m'a rapporté les faits. Et donc, du coup, on a déposé à l'avocate les 11 dossiers des 11 salariés. Et finalement, 1 an plus tard, alors même que la date butoir du délai de prescription finale arrivait, l'avocate a dit que c'était trop de recherche technique, c'était trop aride, trop de recherche pour finalement des sommes qui restent, qui sont trop petites pour aller au conseil de prud'homme. C'est rare qu'on y aille en dessous de 1 000 €, vraiment, même plus. Hein. Donc là, on était entre 300 et 700 € par salarié maximum. Et du coup, voilà, clairement, ça valait pas le coup pour l'avocate de prendre le dossier. Donc du coup, c'est moi qui ai fait les requêtes et j'ai pu les déposer juste à temps avant janvier 2022, donc avant la date de prescription. Et ça vous a demandé combien de temps de travail, ça ? Et ben, ça m'a demandé 2 semaines de travail, donc j'ai tout arrêté le reste et j'ai fait plus que ça, sachant qu'il y a déjà du travail qui avait été prémâché parce que justement, donc la représentante au CSE qui m'a confié tous les dossiers, c'est elle qui avait dû faire le tour avant des 11 salariés pour récupérer toutes leurs fiches de paye sur 17 mois. Tout leur relevé de badgeage, leur contrat de travail, qui m'avait aussi donné toutes les photocopies des comptes rendus du CSE. Donc, elle avait déjà fait le tour pour récupérer tous les documents. Donc, moi, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et pendant 2 semaines, j'ai fait que ça. Voilà, pour pouvoir être à temps.
Ok. Et quand on a cadré, vous m'expliquiez que, alors je ne sais pas si c'est l'élu du CSE dont vous parliez ou Ouais. alors d'une salariée, mais les salariés qui étaient montés au créneau, qui étaient Ouais. considérés, entre guillemets, je reprends votre expression, comme des rapias. Oui, c'est ça. En fait, c'était l'élu du CSE, elle s'est pris une pression de dingue, en fait, parce que tout simplement, on lui envoyait, on lui faisait l'honneur de lui envoyer des réponses du service de comptabilité, on lui faisait l'honneur de lui envoyer des réponses d'un avocat, et en fait, elle lâchait pas le morceau, et du coup, forcément, ça a attisé les tensions entre elle et l'employeur, et alors qu'elle portait un problème qui causait un préjudice à un ensemble de salariés, elle était finalement la seule représentante de cette revendication. Donc, du coup, tout était ciblé sur elle et elle sentait bien qu'il y avait une rigidité particulière à son encontre, forcément. D'ailleurs, on demande des dommages et intérêts pour ça, parce qu'il y a un manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur, très clairement. Merci beaucoup, Floriane, pour cet éclairage. Ah, on On entend n'entend plus non plus. On t'entend très mal, José. Ouais. Moi, on m'entend plus? Là, c'est bon. c'est revenu. Là, c'est bon. Voilà, c'est bizarre ça. Et Michel Goyer, on l'a perdu. Donc Michel, c'est dommage. Il va revenir. J'en profite. Est-ce que vous voyez, vous, des rebonds? Julien, on t'entend pas. On t'entend. Et juste une petite seconde, Rodolphe, si ça t'ennuie pas, est-ce que je peux poser une question à Floriane, juste sur le… Bien Oui. sûr, c'est Je fait. veux savoir quel avait été quel avait été le rôle de l'inspection du travail sur le sujet. Est-ce qu'elle avait été sollicitée? Est-ce qu'elle avait effectivement adressé des courriers à la direction pour justement intervenir et pousser un peu à la régularisation Alors, pas à ma connaissance. Moi, j'ai pris connaissance du sujet il y a quelques mois maintenant. C'était en novembre. Sachant que le problème, il a commencé vraiment il y a presque 3 ans. Donc peut-être que pendant ces 3 ans, il y a une communication, mais je pense pas. Et de toute façon, je crois pas qu'elle ait été mise dans la cause pour aider le CSE. Il était vraiment tout seul. Si je peux me permettre par rapport à l'inspection du travail, ça a été en partie dit par José, il ne s'agit pas de les remettre en cause, mais honnêtement, la problématique du calcul des salaires ou de la réintégration des éléments, etc., c'est un tel travail. Et quand on voit déjà la masse de choses qu'ils ont à faire, comment pourraient-ils mobiliser pour une ou deux personnes des journées entières de travail et de calcul? Quand on voit déjà, et ça a été l'exemple, que des avocats rémunérés préfèrent laisser tomber les dossiers parce que c'est déjà beaucoup de travail et qu'eux considèrent que la masse de travail qu'ils devraient faire par rapport à ce qu'ils ont une chance d'en tirer d'un point de vue pourcentage sur le gain qu'ils feraient, préfèrent le laisser tomber. C'est pour ça qu'il fait des cabinets comme les vôtres, quand ils peuvent être désignés par les CSE, puisque ça c'est José qui l'a dit tout à l'heure, faut-il qu'il y ait une unanimité dans les CSE pour pouvoir les faire voter? Et là, les sections syndicales et les élus subissent une pression extrêmement forte pour ne pas mettre en œuvre ce type d'expertise. Donc il faut quand même des élus particulièrement blindés. Merci Eric pour cette éclairage. Juste une petite précision, juste pour le recours à l'expert, c'est pas l'unanimité, c'est la majorité. Alors je dis pas que c'est pas toujours, ça reste quand même parfois compliqué à obtenir malgré tout, hein, effectivement, et je suis d'accord. De toute façon, la problématique sur ce sujet-là, l'intersyndicale est essentielle, hein, parce que dès qu'il y a une divergence potentielle entre acteurs syndicaux, ça peut être effectivement encore plus complexe à inviter. Et c'est vrai que, juste pour finir sur la question de l'inspection du travail, je suis d'accord avec vous sur le principe que si c'est une ou deux personnes qui se manifestent avec, entre guillemets, quelques euros à réclamer à la clé, c'est difficile pour une inspection du travail. Malheureusement, effectivement, on sait, ils sont surchargés de travail et c'est complexe. Ils doivent prioriser un petit peu et ils se retrouvent à prioriser. C'est dommageable, mais malheureusement, un peu les sollicitations qu'ils peuvent avoir. Mais malgré tout, ce que je pense là quand même sur le rôle de l'inspection du travail, c'est que s'ils sont alertés sur une ou deux personnes, 2-3 personnes, quelques-uns, c'est que malgré tout, c'est ce qu'a indiqué, ce qu'a développé Sandrine, c'est que c'est une problématique à l'échelle de l'entreprise. Ouais. Quelque part, effectivement, pour le coup, l'inspection peut aussi peut-être intervenir au sens de constater que les faits, finalement, en grande masse, ce n'est pas uniquement à 2 ou 3 particuliers.
hein. Bon, c'est compliqué parce qu'il faut s'accrocher, y compris avec l'inspection du travail, et solliciter, parfois ressolliciter, etc. Mais malgré tout, effectivement, c'est un point qui doit quand même pouvoir faire réagir l'inspection, hein, je pense. Hein. Bon, Julien, merci. Mais alors, par contre, c'est dommage parce que tu as gardé la parole et on avait récupéré Michel et il a disparu entre-temps. Donc là, c'est dommage. Et donc, on l'a perdu pour l'instant. Donc, bah, écoutez, moi, si vous voyez, profitons-en. Mais bon, par contre, dès qu'il arrive, je vous coupe la parole. José. Non, simplement un petit détail pour revenir à l'inspection du travail, parce que c'est tout de même important de dire que depuis quelque temps, quand on veut obtenir des services de l'inspection du travail, quand ils sont possibles, comme ça a été souligné, il faut réellement faire une demande d'intervention, parce qu'elle-même n'a même pas le droit d'intervenir. Si on la met en copie, par exemple, elle ne viendra pas forcément dans l'entreprise. Maintenant, le cadre légal, c'est de faire une demande d'intervention auprès de la DRITS. Si on ne le fait pas, elle ne bougera pas. Et par l'intermédiaire des élus, c'est quand même plus efficace. Donc, c'est un grand conseil de faire ça comme cela. Sinon, l'inspection du travail n'interviendra pas dans l'entreprise si on ne lui fait pas une demande claire de demande d'intervention. Entendu. Vous voyez, Michel arrive. Ah, Alors là, Michel, je vous ai récupéré, je ne vous lâche pas. Vous nous entendez, Michel? Moi, je vous entends. Vous m'entendez? On t'entend. Très bien. Donc, à toi la parole. Donc, tu es délégué syndical CFDT chez Areas. Et donc, toi, tu soulèves un cas original, on va dire, mais à mon avis, il y a une telle diversité qui sont tous originaux, plus ou moins. Et c'est concernant des trop-perçus réguliers chez Areas, où des salariés se retrouvent parfois avec le double de leur salaire sur leur fiche de paie. Et ce n'est pas sans poser des problèmes, à la fois pratiques et légaux. Michel. Alors, voilà. Alors, nous, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Eric. Malgré que nous soyons un gros groupe, on a un système de pointage qui s'appelle e-Temptation, qui reverse sur le système le logiciel de paye Pléiade. Bon. Alors, tout ça peut paraître automatique, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, mais pas du tout, parce qu'on a des gens qui travaillent de nuit, on a différentes spécificités. Donc, quand ils lancent les salaires, ce qu'ils font, ils appellent ça faire tourner les salaires, tout est parti, ils ne peuvent plus intervenir. Bon. La vérification, ce qu'ils appellent la vérification, avant de faire partir les virements, c'est regarder s'il n'y a pas d'anomalie. Et évidemment, il y a des anomalies et très souvent, c'est du trop perçu parce que sur le système de pointage e-Temptation, je cite le nom, comme ça au moins vous le connaîtrez pour vos entreprises, si vous ne badgez pas la fin de votre service, c'est-à-dire quand vous quittez l'entreprise, si parfois vous pouvez oublier de badger, eh bien, ça continue à tourner et non-stop. Et il n'y a pas d'erreur. Donc, évidemment. Alors, le problème, c'est que quand ils relèvent ce type d'anomalie, ils disent, et on a nommé un expert qui a vérifié, et effectivement, ils ont pris le logiciel, vraiment le bas de gamme, où on ne peut pas faire ce genre de modification, c'est-à-dire rectifier le bulletin de salaire avant de faire partir le virement. Alors maintenant, je vais vous dire ce qu'ils font. Ils se rendent compte qu'il y a une erreur. Par exemple, sur X salariés, ce qui est prévu de leur verser, c'est le double de salaire. Le double ou plus ou un peu moins, enfin peu importe. Donc, ils bloquent le salaire, ils font partir un acompte d'à peu près le montant réel du salaire du salarié. Et le problème que ça nous pose, et on va en action justice, sur action justice, enfin bon, c'est pour la réédition du bulletin de salaire. Parce que le bulletin de salaire qui va être remis aux salariés, c'est celui qui annonce le gros salaire, mais qui ne correspond pas au virement. Et nous, le problème, alors il y a ce problème-là, et le deuxième problème, c'est et beaucoup l'ont évoqué tout à l'heure, c'est la lenteur des procédures et les salariés qui sont confrontés à ces problématiques-là. Nous, on s'occupe de la restauration dans les gares, les aéroports, les autoroutes. Ce sont souvent des petits salaires, c'est des gens qui bénéficient de droits sociaux, soit d'APL, soit de primes d'activité, etc. Et quand ils fournissent leur bulletin de salaire, alors évidemment, on arrive à avoir gain de cause. De toute façon, ça nous prend, comme disait tout à l'heure
je crois que c'est Eric, président, ça nous prend un temps, mais c'est chronophage pour faire le dossier, le machin. Alors, on finit par avoir gain de cause, mais au bout de combien de mois? Et le problème, c'est la réactivité. C'est que le salarié, lui, il a besoin de son bulletin de salaire réel tout de suite pour le fournir. Alors, ce qu'ils font, ils font des espèces d'attestations disant que machin. Alors, certaines CAF s'en suffisent, d'autres pas. Certains centres des impôts s'en suffisent, d'autres pas. Bon. Et donc, c'est vraiment là, comme je te pousse. Et malgré que nous soyons un gros groupe, ce dont on se rend compte et ce qu'on finit par se dire, c'est qu'ils se sont rendus compte que ça coûtait moins cher parce qu'ils se prennent évidemment des pénalités, des amendes, ils se les prennent, mais ça coûte moins cher de prendre ça que de prendre un logiciel digne de ce nom. Et là, je crois que ça ne va pas s'arranger, mais je parle pour nous. Peut-être que malheureusement, ça arrivera aussi dans d'autres grosses entreprises. Les services paye vont être a priori externalisés en Espagne. Donc là, après... Donc voilà, le problème, nous, c'est la réactivité. Et je rebondis sur ce que disaient quelques intervenants. Malheureusement, on n'a pas eu d'autre choix que évidemment de mandater une expertise et à chaque fois de faire des procédures au prud'homme. Ok, il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est bien s'il se transpire de toutes vos interventions. Comment? Il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est ce qui transpire de toutes vos interventions. Oui. Merci à toi. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. On peut rajouter 5 minutes, allez, 20 minutes maxi. Donc, je vous propose vous qui êtes intervenu, de voir un peu peut-être les questions sur lesquelles on n'aurait pas répondu à l'écrit. Merci à Sandrine et à vous aussi d'interagir dans le chat, de vive voix. Qui veut prendre la parole? Qui veut rebondir? On regarde des échanges aussi que vous avez pu avoir. Qui y va? Floriane, ouais. Merci. Sinon, je peux te laisser passer, Eric, en premier, si tu veux. Vas-y, Floriane, vas-y. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'était que on a eu un... Donc, j'avais pas encore pris mes fonctions, mais on m'a rapporté qu'il y avait eu un problème, pareil, d'erreurs commises sur une pluralité de bulletins de paye. Et là, ça concernait une entreprise assez importante. C'était pour une station de ski, donc c'était... dans les remontées mécaniques, forcément en Savoie. Et du coup, là, ça concernait 600 salariés. Et en fait, donc on m'a rapporté qu'il y avait eu, pareil, des tentatives d'explication, des réunions, des mails, des échanges de toutes sortes avec l'employeur. Et c'était pareil, une question d'exonération d'heures supplémentaires. Et il s'est trouvé que, en fait, ça s'est arrêté, ça n'a jamais abouti. Alors que il y avait, pour certains salariés, il y avait des rappels de salaire à hauteur de 130 € par mois au maximum, mais ça fait quand même une bonne somme mis bout à bout. Et du coup, ça n'a jamais abouti parce que justement, pas assez de moyens juridiques, pas de moyens techniques, pas d'efforts. Et les membres du CSE, ils ont leur propre vie à côté et leur propre travail. Et voilà, et pour eux individuellement, ça leur rapportait pas assez. Voilà. Donc du coup, simplement pour dire que c'est quand même, je pense, rare ceux qui vont jusqu'au contentieux au final. Ouais, merci pour ce complément. Merci. Eric, tu voulais prendre la parole? Oui, toujours au niveau témoignage et sur la difficulté, tout à l'heure a été évoqué la complexité des choses. Là, l'exemple que je vais donner, c'est par rapport à un accord d'entreprise. Et là aussi, quand on fait la juxtaposition de l'ensemble des règles, ce que je crois a développé Sandrine tout à l'heure, c'est la maîtrise des salariés qui ne maîtrisent pas tout. Et on s'aperçoit, par exemple, dans une entreprise qui fait près de 1500 salariés, donc on n'est quand même pas dans la toute petite TPE, qui est dans le social, puisqu'on est sur les gardes d'enfants. Et c'est une fondation. On s'est retrouvé à un moment où cette fondation a supprimé, enfin ne payait plus que ses assistantes maternelles sur un tiers d'une prime qu'elle versait, qu'elle aurait dû verser.
puisque cette prime est en fonction du nombre d'enfants, et dès qu'ils ont 3 enfants, ils sont censés avoir une prime entière, et elle ne leur versait que pour un enfant. Et ça depuis très longtemps. Et donc, il a fallu que mon délégué central s'en rende compte, fasse les remontées. Mais on parlait tout à l'heure du CSE. Quand vous n'avez pas la majorité au CSE, ce qui est notre cas, on fait 30%, mais on n'est pas majoritaire, et que vous avez l'autre organisation syndicale, je ne la citerai pas parce que les problématiques peuvent concerner toutes les organisations syndicales. Donc, je ne souhaite pas citer une organisation syndicale particulière. C'est spécifique à l'entreprise dans le cas présent. Finalement ne souhaite pas mettre la chose en avant, il y a effectivement tout ce problème de travail. En réalité, il est là, ce problème de travail. Il a fallu remonter. Voilà. Au final, on a déposé, pour faire simple, plus d'une 60aine de dossiers, donc une procédure collective au prud'homme. Et c'est là où c'est toujours, c'est-à-dire qu'il faut faire tout ce travail en amont, aller au prud'homme, les démontrer. Et à partir de là, l'entreprise sait très bien qu'elle va être condamnée et elle préfère régler à l'amiable la totalité. Donc, tant mieux, ça a fait la 60aine, un peu plus de 60 assistantes maternelles qu'on avait déposées, plus d'autres assistantes qui n'étaient pas dans la procédure, mais qui étaient concernées, ont touché entre 1000 et 1500 euros, un peu plus, de régularisation. La difficulté là-dedans, c'est qu'on a pu régulariser sur la période légale, parce que je rappelle que la capacité, il y a aussi des périodes légales. Tout ce qui avait été, excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme, volé sur les années précédentes, mais au-delà de la prescription, ça a été un gain pour l'entreprise. Donc, j'insiste, et notamment après sur la difficulté sur les entreprises dans le secteur nettoyage, par exemple. Pour moi, il y a des entreprises qui n'ont pas, ce n'est pas de l'erreur, c'est institutionnalisé. Parce que petit euro par petit euro, ça fait des grosses sommes. Hein. L'autre excuse qui est fréquemment et que les élus ne doivent pas admettre, c'est quand on fait porter sur le prestataire extérieur qui établit les salaires sur le fait qu'il ne soit pas en capacité d'établir les salaires. Les prestataires extérieurs, ils établissent les salaires qu'on leur donne. Les règles, ils les connaissent. La difficulté, par contre, pour les élus, c'est de voir à quel endroit se situe l'erreur. C'est-à-dire, c'est soit les mauvais paramétrages du prestataire, ou on n'a pas donné les éléments au prestataire. Et ça, les élus ont souvent peu de capacité. En tout cas, moi, j'insiste, je crois que c'est José qui l'a dit, mais c'est vrai pour toutes les organisations syndicales, il est extrêmement important que les élus se forment. Parce que, en réalité, tous nos élus, et nous-mêmes d'ailleurs, nous n'évoluons maintenant que dans un contexte de droit, essentiellement, et qui s'est complexifié. Donc, si des élus ne se forment pas, il est sûr qu'ils peuvent être menés par le bout du nez par des directions quand elles osent mentir, et il y en a quand même beaucoup qui osent mentir. Alors, je parle dans des entreprises importantes. Merci Eric. Alors justement, formation, et comme il y a dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui redemandent la présentation de Sandrine et Julien. Je la remets brièvement. Donc là, normalement, vous avez un bouton télécharger. Allez-y, profitez-en, téléchargez-le. Sinon, vous le recevrez par ailleurs. Hein. Mais là, vous pouvez, ceux qui veulent et celles qui veulent, allez-y, vous pouvez télécharger la présentation. Rodolphe, il n'y a pas de bouton télécharger. Oui. Non, parce que vous êtes intervenant. Mais les participants, a priori, ça a été vu dans le chat, ils ont le bouton. Donc, voilà. Julien, vas-y. Oui, c'est simplement ce que j'indiquais dans le fil du chat. Quoi qu'il arrive, on adressera le support à tous les participants. Donc, s'ils n'arrivent pas à télécharger juste à l'instant, ça arrivera malgré tout. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. Moi, peut-être, avant Sandrine et Julien, je vous laisserai un peu les mots de conclusion et de synthèse et peut-être des éléments de réponse à des questions qu'on va pas. Mais moi, il y avait une intervention, peut-être José, rapidement sur. C'était un gros dossier chez XPO. Dans quelle mesure vous avez ressenti, vous, en tant qu'élu, que entre guillemets, une reconnaissance des salariés du fait que les élus ont porté le sujet? Et dans quelle mesure il y a un retour? Les salariés sont reconnaissants de votre action, quoi. Ou alors, pas plus que ça, en fait. Alors, il faut savoir que être représentant du personnel, être délégué syndical, tout mandat pour représenter et défendre les salariés, c'est quand même quelque chose d'ingrat.
Il faut se le dire, malheureusement, c'est que du bonheur pour nous, les élus. Les salariés profitent de notre savoir et puis, je dirais, de notre ténacité. Et il faut conserver ça. Malgré tout, il y a quand même un assez, je dirais, pourcentage diversifié. Ça dépend des entreprises, ça dépend de la relation humaine qu'on va avoir. Là, effectivement, il y a eu de grosses sommes de versées, mais sur plusieurs milliers de salariés. Maintenant, il y a eu des actions, là je parle pour XPO, dans les établissements, et ça a même été jusqu'à des grèves pour récupérer une partie, une infime partie des dus. Donc là, oui, forcément, il y a de la reconnaissance. Par contre, on en a entendu parler, mais ça a été un début, je dirais, de travail qui mène sur le reste. En ce qui concerne l'entreprise XPO, on est un comité de groupe uni en intersyndical. S'il n'y avait pas eu ce dossier, je pense que ça aurait été plus compliqué. Et quand on entame des dossiers, on en voit venir d'autres. Il y en a toujours à faire. Ce qui fait qu'ensuite, il y a cette espèce de camaraderie qui s'installe entre syndicats. Et c'est ce que je conseille dans toutes les entreprises. C'est travailler les accords d'entreprise ensemble, y aller ensemble. Et là, on y voit une vraie reconnaissance des salariés. Quand on sent que les troupes se bagarrent entre elles, forcément, il y aura toujours des critiques et ça ne passera pas. Ensuite, moi, j'invite tous les syndicats à faire la paix au sein des entreprises et d'agir ensemble. Et puis, on est tous dans le même bateau, on rame dans le même sens. Et là, on arrive à attirer l'attention des salariés et avoir de la reconnaissance, effectivement. Sur un dossier comme ça, oui, on en a eu. On a eu des mécontents parce que depuis 1994, oui, effectivement, on nous a escroqués. Les salariés, je peux les comprendre, voient ce qu'ils ont perdu, mais ne voient pas forcément ce qu'ils ont gagné. Merci José. Bon, on va croire à ce message bienveillant à la faveur de cette nouvelle année. On va y croire. Sandrine. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait José à l'instant, et en effet, quand il disait, quand vous prenez un dossier, vous voyez qu'il y en a d'autres en fait qui montent. Encore une fois, ce sont des thématiques qui sont très techniques, qui peuvent faire peur dans la compréhension. Dites-vous que votre direction en face ne maîtrise pas forcément le sujet plus ou moins que vous. Sachez-le aussi. Non, mais c'est vrai. C'est qu'il y a un moment, une personne peut-être peut vraiment maîtriser le sujet. Et encore, on a bien vu avec le témoignage de Michel, c'est au niveau du service paye. Donc, c'est-à-dire que même votre président, par exemple, de CSE ou votre direction des ressources humaines ne va pas forcément maîtriser le sujet. Donc, c'est toujours pour ça qu'il y a toujours une crainte de voir apparaître ces sujets, parce que c'est vrai que ça prend du temps, que c'est quand même du temps, de l'énergie. Donc, votre direction est plutôt craintive aussi. Par contre, ne lâchez pas. Par contre, ce que vous pouvez privilégier, c'est une approche, j'allais dire, ciblée et progressive. Allez-y, par exemple, pour reprendre un petit peu le contexte aussi de José, c'est-à-dire sur XPO, il y a eu plusieurs choses qui ont été, j'allais dire, analysées, et il y avait une commission salariale qui a été mise en place. Mais avant d'arriver à ce cas de figure ou à ce point de structure sur le contrôle, j'allais dire, des bulletins de salaire, prenez thématique par thématique. Mais par exemple, sur une thématique, en effet, essayez de remonter un maximum de cas qui peuvent vous revenir, j'allais dire, du terrain, je ne sais pas, sur les heures supplémentaires, sur la maladie, sur les congés payés, voilà, des grandes thématiques qui sont, encore une fois, qui peuvent concerner le maximum là, de salariés, mais allez-y progressivement, faites une approche ciblée et voilà, et progressive. Et plus vous aurez de cas, j'allais dire peut-être individuels, concrets, mais vous allez voir, quand vous demandez une fois, deux fois, après, mécaniquement, les gens spontanément aussi donnent un peu plus leur bulletin de salaire et leurs problématiques. Bon, là, vous aurez déjà plus de poids vis-à-vis aussi de votre direction, en tout cas votre direction, ou quand vous arrivez dans un CSE. Avant, j'allais dire en effet que ce soit vraiment peut-être une organisation syndicale derrière qui porte des négos ou autre, mais en tout cas, ayez une approche, j'allais dire, ciblée et progressive. Voilà. Merci pour ce complément d'information et merci de tes réponses dans le chat, Sandrine. Peut-être un mot effectivement, peut-être un mot là-dessus, avant de passer la parole pour conclure à Julien, mais la question de la perte de compétences, c'est-à-dire que l'expertise sur le bulletin de salaire, ça se paye. Et ce que tu disais, c'est qu'on ne le paye pas et que c'est ça le problème. C'est pas un problème de juger les gens, mais c'est…
Alors, je rebondis en plus sur ce que disait Michel ou même José tout à l'heure quand tu parlais que c'est vrai qu'on peut être aussi dans un groupe. Un groupe peut être constitué, j'allais dire, d'entités juridiques qui sont indépendantes. Donc, c'est vrai que ce qu'on peut analyser sur une entité, dites-vous que généralement, ou quand vous passez dans un centre de service externalisé, c'est-à-dire que le logiciel, votre entreprise, elle n'en a pas 15 des logiciels, elle en a un. Donc, ce que vous retrouvez au sein d'une société, il y a de fortes chances qu'elle s'applique et que ce soit la même chose sur les autres sociétés du groupe. Donc déjà, voilà, il y a un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en effet, Julien l'avait un peu abordé en préambule, en fait, en introduction, c'est de dire la paye, encore une fois, c'est très technique. Sauf qu'aujourd'hui, les connaissances, les compétences, elles se payent. En tout cas, ça s'achète sur le marché du travail. Et aujourd'hui, ce que vous faites face, pour avoir justement été plusieurs fois confronté à des directions ou à des services paye aussi dans nos analyses, c'est que vous vous apercevez que les gestionnaires de paye sont souvent des jeunes personnes qui sont des saisies d'éléments de paye. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais c'est vrai qu'on fait confiance au logiciel et on ne sait pas comment le logiciel contrôle. Donc, vous ne savez pas comment c'est calculé. Donc, en fait, on applique des règles et on suit les règles sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Et quand vous posez des questions vraiment pointues en disant « mais là, vraiment, non, je ne comprends pas comment vous êtes arrivé à ce montant-là », bon, là, vous voyez qu'en effet, une personne qui est payée, j'allais dire, sur les minima conventionnels, voilà, elle ne le sait pas, en fait. Et vous avez énormément de turnover, c'est-à-dire comme ce sont des compétences qui sont aussi recherchées, c'est vrai que quand vous commencez à avoir 1 an, 2 ans d'expérience dans la paye, vous vous vendez au plus cher ailleurs, en fait. Donc, il y a aussi beaucoup, beaucoup de turnover sur ces métiers-là. Donc, quand je vous dis, et je le suis sincère, quand je dis, c'est vrai que c'est une thématique qui peut faire peur au niveau des élus, des représentants du personnel, de dire, oh là là, mais en fait, j'en sais rien et je ne sais pas comment calculer, je ne sais pas comment vérifier. N'hésitez pas vraiment à démonter et à insister parce que pareil, pour l'avoir vu, et moi encore, je sais lire, mais vous avez des réponses, vous ne comprenez rien de toute façon à la réponse qui pouvait être faite parce que systématiquement, on va faire en sorte de vous embrouiller, de vous apporter un élément mais tellement technique que de toute façon, vous n'allez pas comprendre la question. Et en fait, vous avez peur, j'allais dire, de passer pour quelqu'un qui ne comprend pas en fait ce qu'on est en train de lui dire. Donc généralement, et c'est pour ça que les salariés aussi, quand je parle pas forcément des représentants, mais les salariés du coup vont laisser tomber en fait, en se disant mais en fait j'ai pas compris la réponse, mais c'est pas grave, en fait je vais laisser tomber. Alors que le rôle en effet des élus, c'est d'être un peu plus pugnace, j'allais dire quand même vis-à-vis d'une direction. Merci beaucoup Sandrine. Alors José, très très rapidement parce que je ne voudrais pas qu'on déborde trop. Oui, sur les questions. José. Non, simplement, vous êtes en période tous qui nous écoutent, j'imagine, vous êtes tous représentants du personnel ou simplement salariés. En ce moment, ce sont les négociations annuelles obligatoires en entreprise, en négociation paritaire pour toutes les conventions collectives. Ça remue beaucoup. Sachez que quand vous trouvez comme ça des erreurs de fiches de paye, quand vous vous battez pour obtenir 1 ou 2% de revalorisation de salaire, sachez que sur les 3/4 des fiches de paye, on y trouve des anomalies. Et battez-vous aussi là-dessus parce que vous vous battez parfois pour aller faire grève en entreprise alors que aussi, vous pouvez aller sur le terrain de la vérification, alors encore une fois, par l'intermédiaire d'un expert. Tout à l'heure, on parlait de ces heures supplémentaires où les primes, il faut les inclure et calculer l'assiette de majoration. C'est très, très important. Relisez bien ce document parce que ça peut vous apporter 1 ou 2% gratuitement sur vos augmentations de salaire. Il n'y aura pas besoin de se bagarrer pour ça et aller monter au créneau et brûler des palettes dehors. Donc, n'hésitez pas à bien analyser les fiches de paye des salariés. Merci José. Alors, mot de conclusion à toi, Julien, il faut que tu actives ton micro. D'accord. Si je dois prendre quelques moments de conclusion, je pense qu'effectivement, les débats sont riches. Et ce qui montre aussi, d'ailleurs, y compris sur les questions qui étaient soulevées dans le chat, c'est qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de sujets, et manifestement, dans beaucoup d'entreprises, ces problématiques-là sont rencontrées. Et c'est vrai que la problématique, je pense, et que bien souvent, peut-être la question, c'est par où prendre le point quand on a cette thématique-là qui sont rencontrées. Et souvent, ça
a été évoqué sur la question de la technicité, mais je pense que c'est un sujet qui peut pour partie être peut-être un peu levé. Alors, je sais bien qu'au niveau des organisations syndicales, c'est compliqué d'avoir les ressources pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Hein, ça a été indiqué, c'est chronophage, c'est très difficile. Au niveau des élus, de pouvoir effectivement disposer aussi de la capacité à répondre parfois de manière secondaire dans un second temps, parce qu'on n'a pas toujours toutes les réponses sur le moment pour le soi. Donc bon, après le recours aux avocats, potentiellement, c'est sûr, c'est intéressant, c'est important pour pouvoir accompagner les élus sur le sujet. Nous, on intervient effectivement en appui technique, alors peut-être plus à l'échelle déjà, avec une démarche déjà qui est nécessairement un peu plus collective, parce que c'est au niveau des CSE qu'on intervient, mais malgré tout, le franchissement de l'individuel au collectif, je pense, est utile, parce que ça permet effectivement peut-être à certains qui, un titre individuel, se sentir peut-être un petit peu désœuvré, et que lorsque le projet est porté de manière collective, peut-être permet effectivement de se soulager et de voir qu'il y a d'autres ressources qui permettent d'accompagner, de porter le sujet. Ce que je voulais aussi indiquer, c'est que c'est vrai que par rapport à cette question de l'ampleur du sujet, c'est sûr, ça pose question, parce que dès qu'on met un petit peu, entre guillemets, le doigt dans l'engrenage, c'est vrai, on perçoit d'autres sujets complémentaires. Donc, il y a une petite dimension un peu tentaculaire. C'est-à-dire qu'à un point soulevé, d'autres apparaissent et on a un peu le sentiment que c'est effectivement majeur et très vaste. Malgré tout, la question se pose sur comment, quand même, à un moment ou à un autre, entrer dans une régularisation des sujets. Et donc là, pour le coup, effectivement, que ça soit sous l'angle technique, avec enfin la connaissance, la prise de connaissance et la compréhension par un responsable paye, par effectivement une modification sur le logiciel. Et j'ai vu, il y avait des questions dans le chat sur la question de est-ce que c'est à l'origine ou la conséquence, le logiciel. Moi, je pense que c'est clairement, effectivement, non pas à l'origine, mais une conséquence. Il faut paramétrer correctement le logiciel. Et ça, pour le coup, ça veut dire qu'il faut comprendre et saisir quelles sont les problématiques et intégrer les bons paramètres. Donc ça, pour le coup, ça suppose effectivement des responsables paye qui soient sollicités et effectivement une direction, ressources humaines ou générale, qui puisse aussi comprendre qu'il y a une nécessité de traiter le thème de manière urgente et importante à l'échelle de l'entreprise. Ce que je mentionne par rapport à ça, c'est que malheureusement, ne pas rentrer dans ce vif du sujet, et je comprends la difficulté, donc parfois un peu de baisser les bras, si c'est le point qui est sous-jacent, c'est que malheureusement, effectivement, il y a derrière, c'est d'autres sujets qui viennent ensuite, qui sont évoqués. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Rodolphe, brièvement, tout à l'heure au démarrage du webinaire, sur la question, par exemple, effectivement, du chômage partiel. On le sait, il y a eu une multitude d'erreurs de calcul des indemnités liées au chômage partiel. Mais bon, le contexte, effectivement, était peu propice à faire en sorte de rentrer dans toutes ces questions techniques pour obtenir régularisation sur ces points-là. Ça aurait pu se légitimer, mais il y avait peut-être d'autres chats à fouetter, évidemment, pendant cette problématique de crise sanitaire et économique, sociale associée. Donc ça, c'est effectivement un sujet majeur. C'est-à-dire que de traiter le sujet de la paye, c'est envisager de pouvoir potentiellement, techniquement, s'enlever une épine du pied sur les prochains sujets qui pourraient être décelés par la suite. Avoir un outil d'un service technique pertinent en interne, ou bien effectivement externalisé, c'est avec le prestataire, mais au moins qu'il soit correctement contrôlé, c'est aussi potentiellement se prémunir d'autres difficultés à venir. Et ça, c'est un vrai sujet majeur. Et je finirai quand même sur un point, c'est qu'à l'arrivée, quand même, cette problématique-là, je sais qu'elle est complexe à mener et elle suppose effectivement, comme l'a indiqué un certain nombre de personnes intervenant, une action un peu collective, une intersyndicale qui soit pertinente, ou en tout cas des élus assez tenaces, c'est sûr, pour tenir la barque sur ces points-là. Mais malgré tout, sur le fond du sujet, c'est légitime. C'est-à-dire qu'une paye doit être juste. Ce n'est pas une option. C'est quand même ce que prévoient les textes. Donc, à partir du moment où on n'est pas dans cette dimension-là, il faut pouvoir faire en sorte que les sujets soient corrigés. On estime qu'effectivement, quand l'impôt n'est pas calculé de manière juste, l'administration fiscale peut intervenir. Quand les payes ne sont pas justes, il faut pouvoir intervenir pour qu'elles le soient. Donc, on ne comprend pas pour l'impôt, on ne comprend pas pour les payes non plus. Voyez, donc, les sujets doivent être effectivement clairement pris en compte par les entreprises parce que c'est un sujet majeur. Et puis, évidemment, que quand on traite ce sujet-là, et je sais, malheureusement, ce qui a été évoqué, c'est que parfois les sujets prennent de l'ampleur, ils sont longs, il y a une lenteur des procédures qui sont en toile de fond, mais malgré tout, en toile de fond, qu'est-ce qu'on a ? On a quand même, effectivement, une entreprise qui est aussi pénalisée par un dialogue social déplorable.
Et ça, quelque part, c'est pas que la paye, c'est globalement dans tout l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise, y compris dans les accords, y compris dans le fonctionnement au quotidien. Et ça, c'est dommageable. Donc, il y a toujours des coûts cachés complémentaires au-delà de potentiels économiques que pourrait faire effectivement une entreprise en régularisation sur le moment. Ok. Voilà. Donc, ma conclusion, c'est de dire, je pense, allez-y parce que c'est légitime, c'est important et surtout, après, au-delà des récupérations salariales pour les salariés, c'est important en termes de droits aussi pour les salariés. Entendu. Merci Julien. Donc on a débordé d'à peu près 10 minutes, donc on va s'arrêter là. Merci à Tandem d'avoir porté ce sujet qu'on n'a pas épuisé. On aurait pu en parler encore longtemps, je pense. Merci à vous. Merci à Floriane, José, Eric et Michel d'avoir nourri et d'illustrer l'éclairage de Tandem. Merci à vous d'avoir largement participé dans la salle. Donc compte rendu à suivre avec la présentation et à bientôt pour un prochain direct de Miroir Social. Merci à vous et je vous souhaite un bon week-end. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Bon week-end. Bonne journée à tous et bon courage. Au revoir tout le monde. Allez, je coupe. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne Au revoir. journée.